Bonjour, c'est la 90e édition de cette revue de la semaine, objet non identifié de la vidéosphère. Ça vous plaît parce qu'on est déjà 417 000 abonnés à cette chaîne. Donc on peut dire que les pouces bleus que vous nous avez mis et que vous allez sans doute nous mettre encore aujourd'hui, nous les avons mérités. Si vous découvrez cette affaire et qu'elle vous plaît, toc, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et ça le sera toujours. Et si ça vous plaît pas, faites un effort. Regardez jusqu'au bout et si ça vous plaît à ce moment-là, vous mettrez un pouce bleu. Allez, on commence. Générique. Bon, je ne sais pas si ça se voit, je suis un peu délivré. Et j'ai une bonne raison parce que samedi, avec Antoine, on a filmé à toute vitesse une petite vidéo pour appeler ceux qui regardaient cette petite vidéo, d'une part à la diffuser, d'autre part à donner le coup de main dont on lançait l'appel. C'était un appel à prêt. On demande à nos amis de nous prêter de l'argent parce que pour la campagne des élections européennes du 26 mai prochain, on n'a pas les sous dont on a besoin pour mener la campagne. Parce que les banques ne nous prêtent qu'une partie de l'argent dont on a besoin. Une campagne, ça coûte très cher. Et si vous voulez savoir à quel point ça coûte cher, vous n'avez qu'à regarder le plafond de ce que l'État vous rembourse. Sur une campagne comme celle que nous mène, c'est à peu près 4 millions. Voilà pourquoi on les emprunte avant, on les dépense, puis après on a le remboursement de l'État. Et puis au passage, les banques qui ont prêté se prennent 4% sans avoir rien fait d'autre que de vous faire un examen médical pour voir comment sont vos artères, fait signer un papier pour gager sur vos biens tous les sous, et puis vous avoir lambiné pendant tout un moment avant de se décider à vous prêter de l'argent. Et des fois, en vous prêtant l'argent, mais pas seulement à la dernière limite, le lendemain de la dernière limite, par exemple, une fois qu'est fini le premier tour de l'élection présidentielle, on a reçu les papiers comme quoi on avait le virement de notre deuxième tranche de prêt, la dernière fois pour la présidentielle. Bon, là, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes, à pas trouver de banque qui veuille nous prêter. Et nous, on a répliqué, comme toujours. Si le monde officiel, si l'officialité décide de fermer une porte, nous, on crée quelque chose à côté pour passer quand même. Par exemple, ils avaient décidé un certain nombre de choses sur nos passages médiatiques, on a créé nos propres médias. Et on contourne toujours, on essaye toujours de contourner le système et de se donner notre propre voie autonome dont nous sommes les seuls maîtres. Donc là, on a dit, bon, vous voulez pas nous prêter tous les sous, très bien, on va demander à nos amis. Franchement, tout le monde se demandait si ça allait marcher ou pas. Le système, il y a une plateforme qui s'appelle finaction.fr, où c'est assez simple, on remplit un formulaire et on peut prêter des sous. Et on a lancé dimanche, alors dimanche il faisait beau, dimanche il y avait plein de raisons de faire autre chose que de regarder la télé, mais ceux qui ont regardé leur fil Telegram, leur mur d'actualité sur Facebook, ont vu qu'il y avait un appel, que je commençais cette série d'appels par une vidéo Facebook, et ils ont répondu. Et alors là, la super bonne surprise, elle est double. La première, c'est le flot ininterrompu de prêts. En 3 heures, on avait 150 000 euros. Les 3 heures suivantes, 150 000 à nouveau. Donc on était à 300 000 aux alentours de 20 heures. Et puis pendant la nuit et la journée du lendemain, on est arrivé comme ça à 700 000 euros. Ça, c'est la première bonne nouvelle, 700 000 euros de prêts. On pensait qu'il nous faudrait plus d'un mois pour arriver à 1 million. Et on pense qu'on va arriver au million peut-être à la fin de la semaine, si ça continue comme c'est là. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tas de copains qui ont dit moi le prêt ça me saoule, allez hop, comme je peux, je donne des sous. Et donc on a eu une belle somme en dons, je crois que c'est quelque chose comme 70 000 euros qui sont arrivés comme ça. Donc ça fait chaud au cœur comme pain, parce que c'était la fête, tout le monde était content. On avait le sentiment que dans toutes nos misères, on est quand même entouré par un groupe comme ça d'amis, de gens, parce que c'est pas tout le monde ne peut pas mettre 400 euros de prêt, parce que tout le monde n'a pas 400 euros d'avance devant soi pour pouvoir les prêter. C'est pas que 400 euros qu'il faut avoir du coup. Donc on n'en veut à personne, attention, on n'est pas en train de dire ceux qui n'ont pas donné, on est fâché avec eux, mais ceux qui peuvent, parce qu'il y en a aussi, qui peuvent, ils font le geste. Des fois, il y a des gens qui se sont regroupés pour pouvoir le faire. Ils nous ont mis des messages pour nous dire ça. Mais ça me permet aussi de vous dire qu'il y a des gens qui ont des sous, qui ont de la facilité pécuniaire dans la vie, et pour autant, ils ne se sentent pas obligés d'être des égoïstes qui ne s'intéressent à rien
et de miser tout leur pognon sur le parti du capital, d'aider M. Macron en lui faisant des chèques formidables. Non, ils prêtent. Alors on rendra tous ces sous quand on va avoir le remboursement de l'État, c'est-à-dire aux alentours d'un an, quoi, à peu près. Hein. Bon, et évidemment, on ne paye pas d'intérêt sur cette somme, on ne fait pas de commerce, quoi. Et puis ceux qui nous prêtent, c'est vraiment pour la peau, c'est vraiment des amis, c'est vraiment des gens qui veulent se rendre utiles et qui veulent aussi faire plaisir à ceux qui se battent en première ligne. Alors ça, c'était les bonnes nouvelles de début. J'estime que, bon, là encore, peut-être que vous entendrez mon appel, et du coup, on aura peut-être encore d'autres dons qui vont arriver. Et puis, bon, voilà, si on ramasse 1 million ou 2, le but, c'est de ramasser 2 millions. Hein. On aura fait la preuve que, on est une force de tous, hein, parce qu'il y en a qui m'ont enterré un peu vite. Hein. Bon, alors là, ils commencent à se poser des questions en voyant les sous qui remontent comme ça, parce que, bon, voilà, on est efficace entre nous, on s'aide, on se soutient les uns les autres, nous, avec le boulot qu'on fait. J'ai lu un article qui m'a fait marrer dans France Culture, il y a un petit prétentieux, qui dit « Est-ce le rôle d'un mouvement politique de faire des médias, une télévision, une banque ?» Le gars, il se pose même pas la question de savoir pourquoi on est obligé de le faire. Ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de cancaner et de dire, vous voyez, hein, c'est quand même... c'est affreux ce qu'ils font, ils ne savent pas se tenir à leur place. Hein, bon. Bref, en même temps, comme l'article était marrant tellement il est prétentieux, je vais quand même remercier son auteur. Alors je lui réponds, oui, c'est le rôle d'un mouvement, ça serait bien que le mouvement puisse emprunter sans être emmerdé. Mais quand on essaye de nous empêcher d'avoir des sous, on les trouve tout seuls, d'accord ? Et pareil, on est content d'avoir nos propres médias et de pouvoir contourner l'officialité jusqu'au point où on peut dire à l'officialité médiatique, on s'en fout de vous, faites ce que vous voulez, écrivez ce que vous voulez, ça ne nous concerne pas. Les gens intelligents, ils savent toujours trouver leur chemin, notamment sur les réseaux sociaux, pour accéder à l'information qui peut les intéresser. Et bon, vous avez des gens qui aujourd'hui ne sont pas d'accord avec nous intellectuellement, je ne parle pas des gros trolls ou les bœufs de service, là, dès qu'on ouvre la bouche, ah, Mélenchon, Venezuela, perquisition, tu vois le tableau, je ne parle pas de cela. Ce sont de pauvres gens, de pauvres esprits assez limités. Non, je parle des gens qui ne sont pas d'accord, et qui, bon, mais en même temps, ont une espèce d'élégance intellectuelle, ils ont besoin de comprendre comment on explique, qu'est-ce qu'on a à dire, parce qu'ils aiment pouvoir répondre, des fois d'ailleurs ils changent d'avis, et des fois leur remarque à nous fait évoluer, hein. Nous, on croit ça, à l'échange, au dialogue, avec des gens pas d'accord. Hein. Nous, c'est pas notre truc, le consensus et toutes ces sottises. La pensée, elle avance par rupture de l'évidence, par rupture du consensus. C'est ça qui fait réfléchir et qui pousse à avancer. Donc, on pense que de toute façon, on continuera à avoir accès à des gens qui ne sont pas de notre avis et avec qui on peut dialoguer. Bon, ça c'était la première chose que je voulais vous raconter, avec un petit codicile, si je peux dire. Vous connaissez ce document, d'accord ? L'Avenir en commun. C'est le programme sur lequel on a voté à l'élection présidentielle, à 7 millions qu'on était. On a désigné ce programme comme notre programme, notre projet pour la France. Eh bien, figurez-vous que ce livre est épuisé. Le dernier carton, c'est Michel Hernando qui l'a amené dans ses propres bras au siège du mouvement, et il n'y en aura plus après. Donc on est en train de commencer le travail pour une nouvelle édition de l'Avenir en commun, où il faudra, bon, je ne sais pas si on va mettre dedans les autres livrets, mais enfin ça va être un document qu'on va préparer, qui va être fait sérieusement, et évidemment quand il sera prêt, on vous appellera à l'acheter, à le diffuser, comme tout ce qu'on a fait avec notre matériel, parce que notre force, encore une fois, c'est le programme, ce ne sont pas les personnes. Les personnes, bien sûr, c'est très important, parce qu'on ne fait rien sans des gens qui se dévouent. Mais le fond de l'affaire, c'est le programme, l'avenir en commun, et ses idées centrales, le partage des richesses, la règle verte, la planification écologique, et toutes ces choses qui constituent le mouvement des insoumis, parce que c'est leur base commune. Après, chacun est un insoumis ou une insoumise à sa manière. Ce matin, je suis allé participer à un rassemblement qui m'a mis comme ça, le cœur, d'accord ? C'est le rassemblement qui est fait à l'initiative du collectif des morts de la rue. Alors on dit mort de la rue, mort dans la rue, mort par la rue. Alors ce problème, moi, ça fait un moment que j'y suis sensible, parce que
La pauvreté m'interpelle sur le plan humain, elle m'interpelle sur le plan politique, parce que pendant des décennies, la gauche à laquelle j'appartenais était incapable de traiter avec la pauvreté. Elle plaignait la pauvreté, elle la réparait quand elle accédait au pouvoir, mais elle n'était pas capable d'en faire un phénomène politique, c'est-à-dire que les pauvres eux-mêmes soient des acteurs de leur propre histoire. Et dans l'ère du peuple, je pose la question de savoir comment on va s'y prendre pour y arriver. Donc maintenant on a la réponse, ça s'appelle Gilets jaunes, parce que dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ou qui vivent très chichement, et que si vous allez voir, ce que je vous recommande, le film de François Ruffin, vous verrez ces gens parler et expliquer leur situation. Si vous n'en connaissez pas vous-même, ou si vous-même vous n'êtes pas déjà dans cette situation. Alors, ceux qui sont dans la rue, c'est... Pourquoi on en parle maintenant? Parce que la trêve hivernale est finie. Donc, à partir du moment où la trêve hivernale est finie, les propriétaires peuvent recommencer à expulser des gens de leur logement. Et alors, il y en a qui sont expulsés et qui trouvent une solution de relogement, ou bien ils sont pris en charge par des travailleurs sociaux, notamment quand ils sont en famille, pour qu'à l'expulsion corresponde un relogement. D'ailleurs, nous, les Insoumis, dans notre programme, ce qu'on dit, c'est pas d'expulsion sans relogement. Hein. On ne peut pas vous mettre dehors tant qu'on ne vous propose pas autre chose. Moi, j'entends bien tout ce qu'on m'a déjà dit, tu peux parler comme ça, attention, les gens qui ne payent pas leur loyer, on ne peut pas non plus accepter ça. Je n'ai pas dit que j'acceptais, mais je sais aussi que dans d'innombrables cas, les gens qui ne payent pas leur loyer, c'est pas pour embêter le monde, c'est juste parce qu'ils ne peuvent pas payer, puis qu'ils arbitrent des choix affreux. Est-ce qu'on paye le loyer, ou est-ce qu'on paye l'électricité, ou est-ce qu'on paye l'eau? Les gens, vous vous rappelez quand même qu'il y a 350 000 personnes qui se font couper l'électricité. 120 000 qui se font couper l'eau, alors que c'est illégal, on n'a pas le droit de couper l'eau. Hein. Alors ils ne coupent pas, ils coupent un petit filet, vous en avez pour 10 heures à remplir un verre, à remplir une bouteille, ou à remplir quoi que ce soit. Donc c'est comme ça que les gens se font expulser et arrivent dans la rue. Et dans la rue, vivre dans la rue nuit gravement à la santé. Quand vous passez une année dans la rue, c'est l'équivalent de 5 ou 10 années d'usure physique pour celui ou celle qui s'y trouve, ou les enfants qui s'y trouvent. Et donc, le collectif des morts de la rue, ils font un boulot magnifique, ils recensent les morts. Mais attention, ils ne disent pas « ne sont morts que ceux que nous on connaît ». Cette année, ils en ont repéré 566, d'accord, mais ils disent « attention, il n'y a pas eu 566 morts dans la rue et de la rue, il y en a eu beaucoup plus. Ils évaluent à peu près 3000 ou 3200 personnes mortes de la rue et dans la rue l'année dernière. Alors, il y avait une petite cérémonie à laquelle j'ai participé, parce que le mardi, je ne suis pas à Marseille, je suis ici à Paris, et j'habite dans le 10e arrondissement. Donc, je suis allé à la petite cérémonie, justement, elle avait lieu dans le 10e, vers le canal Saint-Martin, dans le jardin du couvent des Récollets. Il y a là un petit kiosque et tout ça, il y a plein de gens, et on s'est réunis là. Et alors, dans la description qui suit cette vidéo, vous aurez le lien pour aller voir un document qu'on a fait sur place. On a fait un live Facebook pour transmettre, diffuser le message de la personne qui parlait pour le collectif des morts dans la rue. Et puis après, il y a eu 2 personnes qui vivent dans la rue, qui ont parlé, hein, un homme et une femme. Enfin bref, et on a filmé tout ça in extenso. Et alors, ce qui m'a fait super plaisir, c'est que d'abord, ça a donné de l'écho à cette manifestation. Tout à l'heure, on a regardé les résultats, on avait à peu près 30 000 personnes qui ont regardé cette vidéo, puis ça continue. Hein, à mesure que les heures passent, les gens vont voir, parce qu'ils en ont entendu parler, parce que ça tourne un peu, parce que c'est très émouvant. Et après, on est reparti, on a aussi filmé la petite démonstration qu'ont fait les membres de ce collectif, c'est qu'ils ont mis des pétales de rose tout le long des sentiers internes du jardin des Récollets, et ils ont mis des petits pots de fleurs, avec sur chaque pot de fleurs le nom d'une personne décédée dans la rue au cours de l'année dernière. Alors là, on repart de la commémoration des morts dans et de la rue, et je voulais vous montrer ce chemin que l'association, le collectif Les Morts dans la rue a tracé. François L, 50 ans. Il y en a 566 comme ça tout le long. Je vous jure que ça fait un effet glaçant et en même temps quelque chose qui nous ramène à notre commune humanité avec ces gens qui meurent, qui sont à l'abandon. Maudits soient les puissants, maudits soient ceux qui organisent un ordre de vie pareil où 3000 personnes meurent de dénuement, de solitude,
et parfois dans le dénuement et dans la solitude, de violence en plus. Tout ça est d'une tristesse terrible, mais nous sommes complices si nous ne nous saisissons pas de cette situation et si nous ne rendons pas visibles les invisibles. Moi, j'avais reçu une lettre du collectif qui s'adressait à moi en tant que député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et qui me dit « Monsieur le député, voilà, il m'explique ce qu'ils font, quel est leur travail, et il dit cette année, il y a 2 personnes qui sont mortes dans votre circonscription, mortes dans la rue. Et tout à l'heure, dans la vidéo dont je vous ai parlé, j'ai lu les noms de ces 2 personnes parce que c'est une des façons d'arrêter, d'interrompre l'invisibilisation de la misère. Marc Berman, 50 ans, décédé le 10 février 2018 à Marseille. Étienne Azor, dit Michel, 68 ans, décédé le 3 avril 2018 à Marseille. Et évidemment, tout ça pour nous est très émouvant et ça fait partie d'un tout de la bataille que nous menons pour le partage des richesses. Et nous, on pense qu'il n'y a aucun argument qui vaut en face de ça, de la nécessité de s'occuper des plus pauvres et de faire en sorte que la société puisse mutuellement profiter d'elle-même. Vous savez, les gens, il faut bien comprendre que si vous mettez des gens, vous logez des gens, vous les mettez au travail, eh bien, ils dépensent les sommes qu'ils gagnent. Et ça fait tourner le système, et du coup, c'est du mieux pour tout le monde. Parce que vous avez des gens qui vont au travail, s'ils sont trop nombreux, on baisse le temps de travail, ça veut dire que ça fait des revenus, ça remplit les carnets de commandes, si ça remplit les carnets de commandes, ça fait de l'emploi, et ainsi de suite. Donc, nous, on est assez tranquille avec notre modèle économique, surtout que ces pauvres macronistes ont eux-mêmes fait la démonstration que c'est nous qui avons raison. Comment et pourquoi? Parce que comme ils ont lâché à peu près 10 milliards, ils n'ont pas vraiment lâché, ça n'a pas vraiment fait tout à fait 10 milliards, on le sait tout ça, mais en attendant, ça a fait une grosse somme d'argent qui est arrivée dans l'économie. Et bien qu'est-ce qui se passe? Du coup, la France est le seul pays d'Europe où il y a eu un mieux de la croissance. Je dis pas, moi je ne suis pas un fanat de la croissance, mais enfin ça veut dire une augmentation de l'activité. Et ça par contre c'est précieux parce que ça veut dire que des gens qui n'étaient pas dans l'activité ont pu y entrer. Donc pour nous tout ça c'est que du bonus et on est sûr de notre affaire. Il n'y a aucune fatalité à ce que des gens soient pauvres au point d'être dans la rue et aucune fatalité pour qu'une fois dans la rue, ils en meurent. Voilà. Donc je compte sur vous tous, les gens, pour regarder le lien, pour que vous vous rendiez compte. Vous allez écouter comment cette femme magnifique parle du sujet et comment elle demande de l'aide pour qu'on l'aide à dénombrer, hélas, d'une année sur l'autre, les morts et dans la rue. Et au passage, ça vous fera réfléchir à tous les marioles, c'est-à-dire les 2 derniers présidents de la République qui ont dit qu'ils s'engageaient à 0 SDF sans rien faire, mais ce qui s'appelle rien de chez rien, pour arriver à ce résultat de 0 SDF dans la rue. Donc nous voilà maintenant à la fin de la trêve hivernale, c'est le moment où il va falloir faire preuve de solidarité avec les plus démunis. Écoutez bien les gens, on peut faire beaucoup d'erreurs en politique, mais on est sûr de ne pas se tromper quand on se met du côté des pauvres. Voilà, ça c'est une grande leçon de vie que j'ai entendu prononcer par un militant de la Résistance dans le film magnifique de Gilles Perret qui s'appelle La Sociale. Les Jours Heureux, je crois, ou La Sociale. C'est Les Jours Heureux, voilà. C'est un très beau film que fait Perret. Bon, alors comme je vous ai parlé des ultra pauvres, et bien maintenant je vais vous parler des ultra riches, parce qu'il ne manque vraiment pas de souffle. Vous avez peut-être vu passer l'information qui vous apprend que M. Tom Enders, qui est le patron d'Airbus, qui est de nationalité allemande, ce Tom Enders quitte la direction de Airbus et il va toucher ce qu'on appelle un parachute doré, je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, je ne sais pas où il va atterrir, où il se fait larguer, mais lui il va avoir un parachute doré, c'est-à-dire il s'en va, monsieur, comme on a été content d'être avec vous, tout ça, et il lui donne, vous avez peut-être fait attention à la somme, 36,8 millions d'euros. 36,8 millions d'euros. Alors, c'est une somme absolument extravagante. C'est pas le seul qui ramasse beaucoup d'argent en quittant son entreprise. Et il y a quelque chose d'abord fondamentalement choquant à des sommes pareilles. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars, qui justifie de recevoir une somme pareille? Ceux qui ont construit Airbus tous les jours avec leurs mains, ils ont plus de mérite. Et puis surtout, ça nous rappelle que, vous avez sans doute dû oublier cet épisode, il faut que je me rappelle de tout moi, mais il y a eu un moment où, comme il y avait eu des payes extravagantes, alors là, tous étaient tous mis, oh non, c'est insupportable, il faut que ça cesse,
on va prendre des mesures, bon, des mesures, oui, mais enfin, non, pas des mesures. Hein, parce qu'il y avait les insoumis qui étaient là à râler en disant on a une mesure à vous proposer, personne ne gagne plus dans une entreprise, pas d'écart de revenus plus grand que de 1 à 20. Alors tu t'imagines que le Tom Enders, s'il devait donner au dernier balayeur un rapport de 20 à 1 avec 36 millions, hein, le balayeur il serait drôlement content, donc il n'y a pas question de ça. Bon. Et alors, ils étaient tous en train de dire, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que sinon les insoumis vont convaincre tout le monde, tellement ça fait gerber de voir des gens ramasser un tel paquet de pognon, un pognon de dingue, comme dirait le président. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Comme ça, après avoir eu des activités discutables, hein, soit dit par parenthèse, je vais en dire un mot dans un instant. Donc, il y avait eu à l'époque, dans ce moment d'indignation, je crois que les socialistes aussi avaient fait du tam-tam, c'est vous dire, hein. Et ils avaient décidé que, comme on n'allait quand même pas prendre des mesures, on ferait une charte incitative, d'accord? Alors le MEDEF c'était bien creusé le crâne, c'était bien foutu de tout le monde, une fois de plus, et ils ont écrit une charte, hein, pour dire quand je m'en vais, je laisse la moquette, je n'emmène pas les meubles avec moi, tout ça. Ben, moi, je plaisante, mais c'est pour vous dire hein, le niveau que c'était, des pieux engagements, à la modération, etc. Bon, alors vous voyez qu'ils sont incapables de se modérer. Là, je vous parle de Tom Enders, parce que je ne veux pas faire la liste des autres patrons qui ont eu comme ça des parachutes dorés absolument extraordinaires, mais c'est pour vous dire, les gens, que vous êtes des naïfs, parce que vous les croyez. Quand ils disent, oui, ben quand même, il faudrait qu'on prenne des mesures, et ben souvent vous les croyez, vous croyez qu'ils vont vraiment prendre des mesures, et quand ils ont décidé quelque chose, vous croyez vraiment que c'est des mesures. Ben non, ils sont juste foutus de vous. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, et ce Tom Enders se fout de vous. Tom Enders, le patron d'Airbus. Alors franchement, le gars, on ne voit pas très bien pourquoi il mérite qu'on lui dise merci. Parce que c'est le gars qui vient d'annoncer il y a quelques jours qu'on arrêterait de faire voler l'Airbus A380. D'accord? A380, vous peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, comme Airbus, c'est le plus gros avion du monde qui charge, je crois, 800 personnes. Alors, on discute tout, hein, le transport aérien, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est le truc génial, hein. La consommation de carburant, enfin c'est quand même le plus gros avion du monde, c'est eux qui ont décidé de le faire, quoi, c'est pas moi. Hein. Donc ils décident de le faire, ils le produisent, ils le sortent. Moi je l'ai vu voler au salon du Bourget. Je suppose que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui aiment la technique. Donc franchement, c'est impressionnant, parce que c'est un monstre énorme, et que bon, il tourne assez facilement dans le ciel, donc c'est une bête maniable. Et il est hautement silencieux. Les techniciens, les ingénieurs, tout ça, ils ont fait un boulot remarquable, hein, sur la question notamment du bruit. Alors j'aimerais vous dire que les Français, quand il s'agit de faire du bruit avec des avions, en général on fait attention, parce que quand on avait fait le Concorde c'est pour traverser l'Atlantique en 3 heures. Alors on va deviner pour qui c'était fait, hein. Forcément pour les hommes d'affaires et pour les gens qui ont des sous. 3 heures pour traverser l'Atlantique, les gens, il faut quand même se rendre compte, hein. Quelque chose qui, autrefois, prenait 10 jours en bateau. Donc 3 heures. Le Concorde, c'était, du point de vue technique, une merveille. Après, il bouffait du combustible comme personne, et il faisait un vacarme d'enfer là où il passait. Enfin, d'enfer, il faisait du bruit, quoi. C'est un avion qui volait à Mach 2. Et ben les Américains, ils ne sont pas emmerdés, hein. Ils ont dit, ah ben non, il fait trop de bruit, donc il ne vient pas chez nous. Et donc, on s'est fait scotcher par les Nord-Américains, et par le fait que l'atterrissage de cet avion faisait trop de bruit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est quand même comment ils se sont foutus de nous. Alors les gouvernements français ont été faibles et lâches, et ils ont cédé, hein. Je sais pas, moi j'en aurais envoyé 2 fois plus, hein. Ou bien j'aurais dit la première ville qui accueille, on lui fait cadeau d'un Concorde. Bon. Le Concorde, c'était une merveille technique, vous savez que tout ça a terminé assez mal. J'en reviens à Tom Enders. Le Tom Enders, c'est lui qui a décidé de faire la 380, et maintenant c'est lui qui décide qu'on arrête. Alors il faudrait savoir où il y avait un marché pour la 380, où il n'y en avait pas. C'est pas la peine de se la jouer, je suis le roi du business et la plus grosse tête d'œuf du monde. La preuve, c'est qu'on me donne 36 millions. Si la seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de vous planter Monumental, parce que quand je dis planter Monumental, il faut se rendre compte, il y a une chaîne de fabrication, il y a plusieurs A380 qui ont déjà été livrés, hein. C'est pas, on n'est pas en train là de parler d'une trottinette qu'on range dans son garage, hein. C'est une énorme chaîne de montage, c'est plusieurs centaines et même milliers d'ouvriers recrutés pour construire l'A380, et des gens qui ne sont pas peu fiers de leur boulot.
Donc ce gars, il s'est trompé comme ça, on lui donne quand même 36 millions. Hein, imaginez-vous un des ouvriers qui fabrique les ailes et qui se trompe sur un écrou, tu vas voir s'ils vont lui donner 36 millions. Ils vont lui donner un bon coup de pied dans le derrière, ils le jetteront dehors pour faute professionnelle. Et là, le gars, c'est son boulot de prévoir et de dire voilà quel avion on va faire. Il se trompe, mais on lui donne des sous. Perdez pas de vue de quoi on parle. Hein. Ces gars-là, ils sont pas touchés par la grâce divine. Hein. Ils sont censés faire un boulot. Le mec le fait n'importe comment. Puis c'est pas la seule chose que moi j'ai à reprocher à ce monsieur Enders. C'est que une fois que les Américains ont fait les gros yeux, vous savez que la technique des Américains, maintenant tout le monde l'a compris. Hein. Quand ils ont un concurrent, ils lui cherchent des poux dans la tête et ils disent ouais vous êtes corrompu, ou vous avez corrompu, ou vous avez utilisé des dollars pour payer des gens corrompus, ou vous avez utilisé des dollars pour payer dans des pays où nous, les Américains, on a interdit qu'on fasse du commerce avec eux. Okay, donc ils ont commencé pour défendre leur propre production à eux, qui est Boeing, que Airbus a dépassé en vente. Donc Boeing, il l'avait moite, parce que c'était eux qui étaient quand même les grands champions du monde de l'aviation. Et maintenant, ça fait plus de 20 ans que Airbus taille des croupières à Boeing. Donc les Américains ont commencé à dire oui, votre histoire c'est quand même curieux, vous avez obtenu un marché à tel endroit et c'est de la corruption. Bon, il ne faut plus rigoler avec eux, parce que quand ils vous accusent de corruption, ils vous collent une amende, ou ils vous attrapent un type, ils le foutent en tôle pour faire craquer les autres. Et là, à la surprise générale, à la stupeur générale, Enders décide que pour vérifier, ils font appel à un cabinet d'avocats spécialisé dans la lutte contre la corruption. D'accord ? Et quel est ce cabinet d'avocats ? Un cabinet américain, nord-américain. Alors, vous pouvez dire, bon, bah alors, ça n'empêche pas, c'est peut-être un cabinet de bons conseils. Mais non, les amis, vous y connaissez rien. C'est que quand vous êtes un cabinet nord-américain, vous avez le devoir de dénoncer à l'administration de votre pays les choses que vous avez constatées qui sont contraires à la loi américaine. Donc, si le gars, il vient des États-Unis et il vide les ordinateurs et il trouve dedans des choses qui lui paraissent suspectes, il est obligé d'aller voir le procureur nord-américain pour dire écoute, voilà, je te donne ça parce que c'est pas clair et je l'ai trouvé en faisant mon boulot en Europe pour Airbus. Donc, tous les cadres intermédiaires d'Airbus étaient horrifiés parce que vous avez l'Américain qui passait d'un bureau à l'autre, qui vidait les ordinateurs pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Et tout ça, c'est les trouvailles géniales, les combines en or de M. Tom Enders, l'homme qui vaut 36 millions d'euros, une fois qu'il fout le camp après avoir tout dévasté. Alors, cette histoire de parachute doré, je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse parler sur le sujet pour que les gens se rendent compte à quel point la caste, l'oligarchie, est avide, cupide, ils n'en ont jamais assez, quoi. Alors on leur en donne et encore, et encore, et encore. L'argent qu'ils accumulent. Et le Tom Enders, il peut venir en France peinard aujourd'hui, il n'y a plus d'infos sur la fortune, et par conséquent, il viendra juste pour passer ramasser son chèque pour le CICE. Voilà les gens, cette mauvaise nouvelle, je voulais la commenter devant vous parce que je trouve qu'elle est tellement symbolique de la mauvaise foi du MEDEF qui prétendait mettre un règlement dissuasif, de la cupidité des grands patrons de ces boîtes qui n'ont pas de limite dans le fric qu'ils se donnent, et enfin de la lâcheté des gouvernants qui laissent faire ces choses-là, comme nous, on ne le laisserait pas faire si on gouvernait ce pays. Bon, c'est la fin de cette revue de la semaine. Je ne vous ai pas parlé de l'affaire de l'école et des lois Blanquer, mais je regrette, donc j'en parlerai sans doute la semaine prochaine. Ce que je peux dire, que vous savez sans doute déjà, c'est qu'il y a des milliers d'écoles, de collèges et de lycées dans le pays où les parents d'élèves et les enseignants se réunissent parce qu'ils n'acceptent pas la transformation de l'école qui a été prévue par M. Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qui est un personnage qui, déjà sous Sarkozy, était le directeur des enseignements scolaires et qui avait supprimé 12 000 postes. Hein. Alors un gars pareil, vous voyez, une fois que c'est lui qui a les manettes, ce qu'il est capable de faire. Et de fait, il supprime beaucoup de postes, et de fait, il rend très difficile une bonne éducation pour les enfants du peuple qui vont dans les écoles surchargées. Ça nous rend triste, mais surtout ça doit nous appeler au combat. Il faut aider les gens qui se mettent en mouvement, parents d'élèves ou professeurs, parce qu'ils méritent notre soutien dans ce moment-là. Bon, les gens, voilà, je vous parle de tout ça la semaine prochaine. D'ici là, si ça vous plaît, mettez le pouce bleu, hein, parce que vraiment, ça fait plaisir à Antoine qui filme, et à moi aussi, qui me fait filmer. Et puis, on sait que ça fait tourner la vidéo si vous-même vous prenez les 2 secondes pour faire les 3 clics nécessaires pour l'envoyer sur vos correspondants, vos contacts,
dans votre petit agenda de contact. Allez, à la semaine prochaine.